On va essayer de faire le tour ensemble des éléments les plus importants du support de cours d'un des chapitres qui sera sans doute les plus surprenants de notre année, puisqu'on va devoir remettre en cause certaines conceptions que l'on avait sans doute sur la matière. Donc on va commencer par des rappels de la classe de première S, où vous aviez découvert que la matière possède de l'énergie, mais ne peut pas posséder n'importe quelle énergie. On dit que les niveaux d'énergie à l'échelle d'un atome, donc à l'échelle microscopique, et ce que l'on dit sera valable, on le détaillera juste après, à l'échelle d'une molécule aussi, on dit que les niveaux d'énergie sont quantifiés. Ils peuvent prendre certaines quantités données, dans l'exemple proposé les quantités E1 et E2, mais il n'existe pas, par exemple, de quantité E1' intermédiaire entre E1 et E2, qui serait une énergie que pourrait posséder la matière. Pour l'exemple proposé, E1 vaut une certaine quantité en joules, c'est une énergie. E2 vaut une certaine quantité en joules, c'est une énergie. Ces deux quantités sont finies et bien déterminées, précisément. La quantité intermédiaire, qui serait par exemple la moyenne de E1 et de E2, n'existe pas. Il n'existe pas non plus de quantité intermédiaire E1 seconde, et d'une certaine façon, les niveaux sont dans un nombre fini, bien déterminé atome par atome, et par extension, on le verra ensuite, molécule par molécule. On dit que la matière a un comportement quantique. Donc, il est possible de passer, c'est ce qu'illustrent les deux schémas à droite, il est possible de passer d'un niveau fondamental, le niveau de plus basse énergie, à un niveau d'énergie, on dit excité, ou un état excité, et ça se fait par absorption d'énergie. Et cette énergie, c'est l'énergie d'un photon, c'est l'énergie d'un, entre guillemets, grain de lumière qui permet d'accéder à un état excité. Mais cet état excité est toujours transitoire. Donc la transition qui amène de l'état excité à l'état fondamental se fait aussi rapidement après l'absorption, et se fait cette fois-ci par émission d'un photon, par émission d'un, entre guillemets, vous comprendrez ces guillemets un peu plus tard, grain d'énergie, un grain de lumière, et vous remarquez que la lumière qui était absorbée dans un premier temps possède les mêmes caractéristiques d'énergie et donc de fréquence que la lumière qui est émise dans un second temps. Ce qui amène à rappeler la formule vue l'année dernière, proposée à l'époque par Planck, Max Planck, qui est l'énergie associée à un photon. L'énergie associée à un photon s'écrit sous la forme d'un produit, H, la constante de Planck, multipliée par mu, la fréquence de la lumière. On pourrait finalement réécrire cette formule en remplaçant mu par l'énergie du photon est égale à la constante de Planck multipliée par la célérité de la lumière rapportée à la longueur d'onde du photon. Ce qui nous permet de faire le commentaire supplémentaire consistant à dire que l'énergie d'un photon est d'autant plus importante que la longueur d'onde de la lumière que l'on considère est faible, puisque la longueur d'onde figure au dénominateur. On vient de parler de quantification des niveaux d'énergie dans les atomes, qui sont les structures les plus simples à l'échelle microscopique que l'on puisse envisager. Et bien par extension, et ce point est un petit peu limite par rapport à notre programme de terminale, mais par extension, on peut parler d'énergie dans des molécules, qui sont des organismes, qui sont des structures, légèrement plus complexes. Dans une molécule, on peut aussi parler de quantification des niveaux d'énergie. Seulement, il faudra distinguer trois types de transitions différentes. Les niveaux d'énergie 1, 2, 3, etc. sont quantifiés. On reprend la même idée que pour les atomes. Ce sont des niveaux d'énergie que l'on aurait dû, dès la classe de première, qualifier à chaque fois d'électroniques. Pour passer de l'un à l'autre, il faut qu'un électron de l'atome dans le paragraphe petit 1 ou un électron d'un des atomes dans le paragraphe petit 2 reçoivent de l'énergie. Mais si on regarde de plus près, une molécule peut recevoir de l'énergie et en conséquence avoir des comportements, en fait des mouvements différents. Une molécule peut par exemple, et là sur toute la suite, je vais décliner l'exemple de la molécule de dioxyde de carbone que l'on a sous les yeux. Une molécule peut par exemple recevoir de l'énergie pour rentrer en rotation.
Cette rentrée en rotation va nécessiter très peu d'énergie, donc on va avoir dans ces cas-là une transition énergétique dite rotationnelle. On va aussi pouvoir faire en sorte qu'une molécule, sous le coup de l'arrivée d'un photon, rentre en vibration. Alors ça peut être des vibrations de différents types, c'est les deux schémas qui figurent en dessous, et les sous-niveaux d'énergie vibrationnelle sont mentionnés en rouge sur cette figure. Donc il existe plusieurs sous-niveaux d'énergie vibrationnelle au sein d'un niveau d'énergie électronique, et il existe plusieurs sous-sous-niveaux d'énergie rotationnelle au sein de sous-niveaux d'énergie vibrationnelle qui sont eux-mêmes au sein de niveaux d'énergie électronique. Et la hiérarchie se fait bien dans ce sens-là. Pour apporter de l'énergie à un électron, il faut une grande quantité d'énergie. Pour apporter de l'énergie permettant d'entraîner un mouvement de vibration, il faut une moindre quantité d'énergie. Et pour entraîner une rotation, il faut une très faible énergie. Ces derniers niveaux d'énergie sont représentés par les traits très fins noirs intercalés entre deux traits rouges. Dans la partie suivante, on va étudier un système qui ne peut être compris que si l'on a bien en tête la notion de niveau d'énergie d'un atome. Et ce dont on va parler, c'est un nouveau mode d'émission de lumière. Je dis nouveau, il a dans sa conception théorique environ un siècle et dans sa réalisation pratique environ 60 ans. C'est le mode d'émission stimulé. Alors, c'est important d'avoir en tête les schémas précédents pour le comprendre. L'émission stimulée arrive quand on part d'un atome qui est déjà dans son état excité. Première condition. Et l'émission stimulée arrive quand un photon incident dont l'énergie est bien ajustée arrive sur cet atome excité. Donc c'est la deuxième condition pour que l'émission stimulée puisse exister. Et si ces deux conditions sont vérifiées, alors l'atome, en se désexcitant, il rejoint bien le niveau d'énergie fondamentale, n'émet pas un photon de façon spontanée, c'était la partie 1 en classe de première, mais il émet deux photons jumeaux, ce qui aura des conséquences potentiellement intéressantes lorsqu'on étudiera le laser précisément. Quand on veut fabriquer un laser, on constate, et on l'avait vu dans l'activité 2, qu'il n'est pas possible de déclencher l'effet laser si on utilise des atomes emprisonnés dans une cavité, dont on reparlera un peu plus loin, possédant seulement deux niveaux d'énergie, les niveaux 1 et 2. Donc on va emprisonner dans la cavité des atomes qui possèdent trois niveaux d'énergie. Alors le niveau E1, le niveau intermédiaire E2, on va en reparler, et le niveau supérieur E3. Pour créer un laser, il y a nécessité d'utiliser ces trois niveaux de la façon suivante. Dans un premier temps, on va envoyer de la lumière avec des photons qui ont la propriété d'avoir l'énergie permettant à l'atome de passer de l'état fondamental à l'état le plus excité, E3. Mais la durée de vie sur cet état excité E3 est faible. Revoyez l'animation proposée dans l'activité 2. Et donc très rapidement, la transition de l'état E3 vers l'état E2 a lieu. La transition de l'état E3 vers l'état E2 a lieu. Donc la transition de l'état E2 à l'état E1 a lieu aussi, un petit peu plus tard. On procède en ajustant la durée de vie sur l'état E3 faiblement par rapport à la durée de vie sur l'état E2 à ce que l'on appelle une inversion de population. On va en fait, revoyez là aussi l'animation proposée, avoir une accumulation d'atomes dans l'état d'énergie E2. Donc on a une accumulation d'atomes déjà excités, ce qui est une des deux conditions pour que la lumière laser puisse être envisagée. Si en plus on provoque l'arrivée de photons d'énergie H nu
prime, pas la même fréquence que tout à l'heure, hein, pas la même fréquence qu'ici, mais une nouvelle fréquence bien ajustée pour pouvoir déclencher, stimuler la désexcitation de l'atome, alors on va avoir émission de paires de photons de fréquence nu prime, et c'est dans ces conditions que l'émission stimulée peut être très importante et peut être surreprésentée par rapport à l'émission spontanée. Il reste une condition pour que l'émission laser puisse avoir lieu, condition vérifiée assez simplement, c'est l'amplification. En fait, on emprisonne les substances dont on vient de parler ici dans une cavité pour laquelle on prévoit un miroir à gauche, un miroir parfait à gauche et un miroir presque parfait à droite, de telle sorte que la lumière fait quelques allers-retours dans l'oscillateur pour être certain que l'immense majorité des photons qui vont sortir sont des photons stimulés et qu'il ne reste finalement plus ou presque plus de photons spontanés. La lumière obtenue est faible dans un premier temps, puis après quelques instants d'amorçage, c'est de la lumière laser qui finalement est très intense. Elle a la propriété ou les propriétés que vous connaissez, à savoir d'être monochromatique, d'être unidirectionnelle et d'être finalement très intense, ce qui peut permettre d'envisager tout un tas d'applications pratiques dans les lectures de CD, de DVD, mais aussi dans le transport d'informations, aussi aujourd'hui en chirurgie réfractive pour soigner quelques problèmes ophtalmiques. Dans la dernière partie de notre chapitre 17, on va parler d'une controverse qui a toujours lieu aujourd'hui en physique, c'est la controverse suivante. Est-ce que la matière et la lumière se comportent plutôt comme des ondes ou plutôt comme des particules? Et c'est peut-être cette partie qui va nous amener à devoir remettre en cause certaines de nos conceptions. La première controverse concerne la lumière et date du début du XXe siècle, 1905. En fait, si on remonte dans l'histoire, des physiciens comme Young, Huygens postulaient que la lumière se comportait plutôt comme des ondes et présentait alors des comportements ondulatoires, je pense aux notions de diffraction, aux notions d'interférence. Mais en 1905, un petit peu après quelques travaux de Max Planck, Albert Einstein postule que la lumière finalement ce sont des grains, de la matière d'énergie, mais ces grains sont un peu particuliers, hein. Einstein postulait déjà qu'ils avaient une masse nulle. Et vous voyez que s'opposent des conceptions assez incompatibles entre des physiciens comme Young, Huygens, la lumière est une onde, et des physiciens comme Planck, Einstein, la lumière est constituée de grains de matière, de masse nulle certes, mais de grains quand même, appelés photons. Donc cette ambiguïté, cette controverse, cette dualité se nomme la dualité onde-particule. Du point de vue pratique en exercice, on se référera toujours à la formule que vous avez vue en classe de première, avec une exigence particulière sur les unités, comme nous en avons l'habitude. La constante de Planck, c'est une parenthèse, vous serez numériquement toujours donnée dans les exercices. On a toute la controverse réunie dans l'égalité ou la double égalité suivante. Si la lumière est constituée de grains de matière, alors on peut associer à cette matière une énergie, E. Mais si la lumière est finalement une onde, alors on peut associer à cette onde une longueur d'onde. Et donc dans cette double égalité, on a l'ambiguïté, la dualité onde-particule associée à la lumière qui est bien résumée. Beaucoup plus surprenant. Il a fallu attendre 1924, mais un physicien, lors de sa thèse, Louis de Broglie, propose, alors ça n'est pas une simple vue de l'esprit, il y avait quelques résultats expérimentaux qui l'y ont incité, il propose que cette notion de dualité onde-particule soit étendue à toute la matière, c'est-à-dire pas uniquement à la matière de masse nulle, à tous les grains, donc pas uniquement les objets un petit peu théoriques que sont les photons,
mais aux grains qu'on appelait, ou qu'on appelle toujours atomes, électrons, et d'une façon générale à tous les objets de petite dimension. Alors il propose cette idée, conceptuellement difficile à admettre, mais il la propose en plus associée à une formule qui va se révéler très féconde expérimentalement parlant. Il propose qu'à toute matière, deux quantités de mouvement m, v, on en a parlé dans un chapitre précédent, donc on parle bien là de matière qui a de la masse. Cette quantité de mouvement mv, c'est celle qui avait déjà été proposée à l'époque de Newton et qui nous a été très utile un petit peu plus tôt dans notre année. Et bien cette quantité de mouvement, il propose de la reformuler sous la forme la quantité de mouvement de cet objet matériel, l'atome, l'électron, une molécule, vaut la constante de Planck rapportée à une longueur d'onde de matière. Et c'est peut-être cette expression qui est la plus gênante. Il ne faut pas imaginer ici une longueur d'onde de lumière, mais bien une longueur d'onde, en mètres, de particules, une longueur d'onde de matière. Alors, que représente concrètement une longueur d'onde de matière? C'est un petit peu difficile de répondre tant ce point peut paraître contre-intuitif. On a vu dans les exercices qu'une longueur d'onde de matière pouvait permettre de savoir si le comportement de l'objet était quantique, donc surprenant, c'est-à-dire que la matière, si sa longueur d'onde n'est pas trop faible, peut subir des effets ondulatoires comme la diffraction, comme les interférences, ou si cette longueur d'onde de matière est incroyablement faible, alors l'objet que l'on considère ne peut pas subir d'effets quantiques significatifs et se comporte plutôt comme un, entre guillemets, vrai objet, tel que l'on les avait décrits dans les chapitres 7 et 7 bis. Donc je vous rassure, d'abord, cette formule est plutôt aisée à appliquer dans les cas pratiques qui nous intéresseront en classe de terminale, pardon, il est temps que je m'y fasse. Et deuxième chose, les aspects quantiques dont on est en train de parler ne se manifestent qu'à des échelles microscopiques. C'est-à-dire que dans notre quotidien, les objets qui nous entourent ont bien des comportements dits newtoniens. Ils sont bien décrits par la physique des chapitres 7 et 7 bis. Pour s'intéresser au comportement quantique, il faut réduire drastiquement l'échelle à laquelle on observe la matière, mais c'est vrai que quand on observe des atomes, quand on observe des électrons, alors la notion de matière, la notion de grain de matière n'est plus tout à fait appropriée. On est plutôt obligé de parler d'ondes de matière pour décrire le comportement de ces toutes petites choses. Et finalement, la question qui peut se poser à nous en conclusion, c'est mais au moment de trancher, est-ce que la matière se comporte plutôt comme une onde, plutôt comme une particule? Est-ce que la lumière se comporte plutôt comme une onde, plutôt comme une particule? Eh bien, on peut répondre que ni l'un ni l'autre, ou plutôt les deux. On peut employer une métaphore pour vous réconcilier avec les deux conceptions possibles. La métaphore dite du cylindre. Cet objet, le cylindre, est une réalité en soi, mais il y a plusieurs façons de l'observer dans un monde en deux dimensions. Soit on l'observe de côté, et dans ces cas-là, le cylindre, on ne le connaît pas entièrement, on a l'impression qu'il se comporte comme un rectangle dans ce premier monde qui est un simple plan sur lequel on projette nos idées. Et deuxième conception possible du même objet, le cylindre vu de dessus, dans un deuxième monde qui serait là aussi une projection de nos idées, le cylindre serait vu comme un cercle, un disque. Alors on peut se demander légitimement si c'est plutôt la première ou la seconde façon de se représenter les choses qui est la bonne. Eh bien, ni l'une ni l'autre, ou plutôt les deux. Tout dépend de la façon dont on projette notre pensée. En pratique, pour des objets macroscopiques, on fait peu d'erreurs si on représente le comportement dans le monde de Newton. Mais on fait des erreurs énormes si on représente dans le monde de Newton des tout petits objets comme les électrons. Et à l'inverse, il n'y a pas besoin du monde de Louis de Broglie ou de Max Planck, le monde quantique, pour représenter fidèlement le comportement d'un gros objet, mais il est absolument indispensable, cependant, d'utiliser les théories de Broglie ou de Max Planck pour expliquer, décrire concrètement
et avec fidélité le comportement d'un petit objet comme un électron. L'étude d'un électron dans le monde de Newton, ça ne fonctionne pas. Alors, on pourrait penser que toutes ces théories du XXe siècle sont des pures vues de l'esprit, n'ont aucune application pratique, je vous rassure. Depuis environ les années 60, on fabrique des objets de plus en plus petits. Je pense notamment au domaine de l'électronique, où on manipule des objets à l'échelle du nanomètre. Et bien, pour manipuler de si petits objets, les théories quantiques, les théories qui s'intéressent à des objets de l'ordre, à des objets qui ont des dimensions de l'ordre du nanomètre, eh bien, ces théories sont absolument indispensables. Si on avait voulu inventer des cartes électroniques utiles dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des télécommunications, sans les théories de De Broglie et de ses successeurs, alors on n'aurait jamais pu le faire. Donc la mécanique quantique, c'est gênant parce que ça remet en cause beaucoup de choses sur notre conception de la matière, mais c'est indispensable dans le monde dans lequel on vit et avec les objets que l'on utilise aujourd'hui dans notre quotidien. Alors pour conclure, soyez rassurés, les théoriciens qui ont créé la mécanique quantique en une quinzaine d'années, à partir de 1920 environ, étaient eux-mêmes surpris des théories qu'ils ont fait naître. Elles sont à ce point gênantes qu'il y a eu des controverses très importantes, y compris épistémologiques, y compris philosophiques, sur les conséquences que peuvent avoir ces conceptions de la matière. Donc il y a des échanges très intéressants entre Planck, Bohr, Einstein, De Broglie, Heisenberg, Pauli, etc. Et il se trouve que ces personnes-là étaient, en plus d'être de bons physiciens, de très bons écrivains. Donc ils nous ont laissé tout un tas de traces de leur cheminement intellectuel qui est aussi très intéressant à étudier.